Il existe des hommes dont les idées ne meurent jamais, des esprits qui ne se contentent pas d'observer le monde, mais qui tentent d'en percer les couches invisibles. Carl Gustav Jung fait partie de ces esprits-là. Carl Jung était psychiatre, penseur, explorateur de l'âme humaine, fondateur de la psychologie analytique. Il a ouvert des portes que beaucoup n'osaient même pas regarder. L'inconscient collectif, les archétypes, les rêves comme langage symbolique. Mais avant d'être une figure majeure de la psychologie moderne, Jung était un enfant solitaire, fasciné par les mystères, les rêves et les zones d'ombre de l'esprit humain. Ce récit est celui d'une vie passée à explorer ce que nous ne voyons pas, mais qui nous façonne profondément. Carl Gustav Jung naît en 1875 en Suisse dans une famille de pasteurs protestants. Très tôt, il développe une sensibilité particulière. L'enfant est calme, observateur, parfois isolé des autres. Son père est un homme de religion, mais en crise intérieure. Sa mère, quant à elle, est décrite comme changeante, presque double, tantôt chaleureuse, tantôt absente, comme si deux personnalités cohabitaient en elle. Cette dualité marquera profondément Jung. Il grandit dans une atmosphère où le visible et l'invisible semblent constamment se répondre. Très jeune, il fait des rêves étranges. L'un d'eux, particulièrement marquant, le hante longtemps. Il voit une créature souterraine, un monde caché sous la surface de la Terre. Sans le savoir encore, Jung vient de rencontrer symboliquement ce qui deviendra le cœur de sa pensée, l'inconscient. Adolescent brillant mais solitaire, Jung se tourne vers la médecine puis vers la psychiatrie. Il est attiré par une question simple mais vertigineuse. Que se passe-t-il dans l'esprit des personnes que la société considère comme folles ? À la fin du XIXe siècle, la psychiatrie est encore balbutiante, on enferme plus qu'on ne comprend. Jung, lui, veut comprendre. Il étudie à l'université de Bâle et rejoint ensuite l'hôpital psychiatrique du Bergosli à Zurich, dirigé par le célèbre Eugène Bleuler. C'est là qu'il découvre les travaux de Freud et la psychanalyse. En 1907, Jung rencontre Sigmund Freud. La rencontre est intense, les deux hommes discutent pendant des heures, parfois des nuits entières. Freud voit en Jung son héritier intellectuel. Jung voit en Freud un pionnier qui a ouvert une brèche dans l'inconscient. Pendant un temps, ils travaillent ensemble, mais une tension grandit. Freud insiste sur la sexualité comme moteur principal de la psyché humaine. Jung, lui, sent que l'esprit est plus vaste, plus symbolique, plus mystérieux. Leur rupture devient inévitable. En 1913, leur relation se brise. Pour Jung, c'est une crise majeure. Une période de confusion intense commence. Mais c'est aussi le début de sa véritable exploration intérieure. Après sa rupture avec Freud, Jung traverse une période troublée. Il se retire partiellement du monde académique. Il commence une exploration radicale, celle de son propre inconscient. Il note ses rêves, pratique ce qu'il appellera plus tard l'imagination active, une méthode consistant à dialoguer avec les images intérieures. C'est une période étrange, parfois inquiétante. Jung raconte avoir vu des visions, entendu des voix intérieures, rencontré des figures symboliques. Plutôt que de les rejeter, il les observe. Il comprend peu à peu une idée fondamentale, l'inconscient n'est pas un chaos, mais un monde structuré. De cette exploration naît une des théories les plus importantes de Jung, l'inconscient collectif. Selon lui, au-delà de notre inconscient personnel, il existe une couche plus profonde partagée par toute l'humanité. Dans cette couche résident des images universelles, les archétypes. Le héros, la mère, l'ombre, le sage. Ces figures apparaissent dans les rêves, les mythes, les religions, les contes. Elles ne sont pas apprises mais héritées. Pour Jung, cela explique pourquoi des mythes similaires apparaissent dans des cultures qui n'ont jamais été en contact. L'être humain ne naît pas comme une page blanche, il naît avec une structure psychique universelle. Jung accorde une importance centrale au rêve. Pour lui, un rêve n'est pas un message codé à interpréter de manière rigide, mais un langage symbolique vivant. L'inconscient parle en images, pas en concepts. Ainsi, une maison peut représenter le soi, un labyrinthe, un processus intérieur, une ombre, une partie rejetée de la personnalité. Il insiste, les symboles ne sont jamais fixes, ils dépendent de la personne qui rêve. Cette approche tranche avec la psychanalyse freudienne, plus interprétative et analytique. Jung préfère l'exploration, le dialogue avec l'inconnu intérieur.
L'un des concepts les plus puissants de Jung est celui de l'ombre. L'ombre représente toutes les parts de nous-mêmes que nous refusons de voir. La colère, la jalousie, la peur, mais aussi certains désirs ou talents inexprimés. Selon Jung, plus on nie son ombre, plus elle prend de pouvoir. Le travail psychologique consiste donc à l'intégrer et non à la supprimer. Devenir entier, disait-il, plutôt que devenir parfait. Pendant ces années de retrait, Jung dessine beaucoup. Il crée spontanément des mandalas, des formes circulaires complexes. Il ne comprend pas immédiatement leur signification, mais plus tard il réalise qu'ils représentent la totalité psychique, le soi. Le centre du mandala symbolise l'unité intérieure, l'équilibre entre les opposés. Pour Jung, ces dessins ne sont pas des œuvres artistiques ordinaires, mais des manifestations de l'inconscient. La Première Guerre mondiale bouleverse l'Europe. Jung observe avec inquiétude la montée des forces collectives irrationnelles. Il commence à s'interroger sur la psychologie des peuples. Comment des sociétés entières peuvent-elles basculer dans la violence ? Il en vient à penser que les archétypes ne sont pas seulement individuels, mais aussi collectifs, capables d'influencer des masses entières. Dans les années suivantes, Jung se passionne pour l'alchimie. Pas pour ses aspects chimiques, mais pour sa dimension symbolique. Il y voit une métaphore du processus psychologique, transformer le plomb de la psyché en or, c'est-à-dire atteindre une forme d'unité intérieure. Pour lui, les alchimistes anciens décrivaient sans le savoir les étapes de l'individuation, le processus par lequel une personne devient pleinement elle-même. L'un des concepts centraux de Jung est celui de l'individuation. Il s'agit du processus par lequel un individu intègre toutes les parties de sa psyché pour devenir un être complet. Cela implique reconnaître son ombre, intégrer ses contradictions, dialoguer avec ses symboles intérieurs et dépasser les masques sociaux. Ce n'est pas un état final, mais un chemin. Dans les dernières années de sa vie, Jung devient une figure respectée, mais parfois controversée. Il continue d'écrire, de recevoir des patients, de réfléchir. Il meurt en 1961 en Suisse, mais ses idées, elles, continuent de vivre. Alors Carl Jung n'a pas cherché à expliquer l'homme de manière simple, il a au contraire montré que l'être humain est complexe, contradictoire, traversé de forces visibles et invisibles. Son héritage ne se limite pas à la psychologie, il touche la philosophie, l'art, la littérature, la spiritualité. Il nous rappelle une chose essentielle, ce que nous ignorons en nous-mêmes ne disparaît pas, cela cherche toujours à être vu. Je vais terminer par 3 citations caractérisant la pensée de Jung. La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Et la dernière, soyez ce que vous avez toujours été. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.